Très bien. Maintenant, parlez-nous du projet Couverte Matatibo. Déjà, d'où est tiré le nom? Bon, je crois savoir que Matatibo, c'est un surnom qui vous avait été attribué dans votre jeunesse. Mais dites-nous encore, donnez-nous encore un peu la genèse de votre projet. Bon, le projet Matatibo, on va aller, là c'est ce que j'attendais, c'est le but même de notre entretien. Bon, le reste, c'est moi, c'est l'homme que je suis. J'ai donné un point de vue qui peut peut-être ne pas être celui de tout le monde. Et je ne crois pas avoir heurté certains frères. Ils me comprendront, mais sinon ils peuvent se rapprocher de moi pour qu'on en discute. Le projet Matatibo, en fait, est né d'un constat. Un constat que j'ai fait personnellement. Je suis allé donc sur la route de la baie de Luango, donc la route des déportés. En fait, en réalité, c'est 3 routes. Ces routes-là sont triplement historiques. Il y a 3 pistes. Il y a une piste qui venait du Bakwilou, ok. Il y a une piste qui venait de l'Angola et il y a la piste centrale et principale qui venait en fait de Brazzaville. Et les 3 pistes ont un point de confluence, c'est sur la baie de Luango. Triplement historique parce que ce sont les mêmes pistes qui, bien avant l'esclavage, ont été appelées routes de caravanes, pistes de caravanes. C'est par ces pistes que nos royaumes, vraiment dans l'ère glorieux des peuples africains, nos royaumes commerçaient. Donc le royaume Luango commerçait avec le royaume de Ngoyo, qui était là, un peu vers... C'était un royaume. Ah bon? Oui, Ngoyo, c'était un royaume. Et après le royaume Ngoyo, il y avait le royaume Kakongo. Voilà. Et donc, on avait Luango, Ngoyo, Kakongo et le grand royaume Congo. Ok. De l'autre côté... Vous êtes originaire de quelle région du pays? De toutes les régions. Ah, ouais. Bon, c'est pas une question de toutes les régions. Non, mais c'est ça. De par mon père, je suis de la Bouenza. Je suis de la Bouenza, du village Muzanga. On appelle Muzanga Bissa. C'est un village où les gens fabriquent les canaris. Donc, je suis de la lignée des Mibamba. Ok, ça c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, je suis à Sundi de Mpangala, ok, installé à Kindamba. Je suis de la lignée des Biché Sengele. Biché Sengele, bon, pour ceux qui connaissent le mythe fondateur du peuple Congo, c'est le Sengele Mbele, le fameux Sengele Mbele, c'était ce sabre sans manche qui représentait la puissance, la force, la dignité et même la personnalité du peuple Congo, qu'ils avaient perdu. C'est un mythe qu'ils avaient perdu, et c'est depuis qu'ils avaient perdu ce Sengele Mbele qu'il y a eu déchéance justement du grand royaume Congo. Et les Biché Sengele sont censés être les détenteurs justement de ce sabre. Et j'espère que dans la Renaissance à venir, c'est ceux de cette lignée qui sont censés retrouver le Sengele Mbele qu'ils avaient perdu. C'est un mythe. Ok. Alors donc, du côté de maman, je disais, donc je suis Basundi de Pangala, Basundi de Pangala, de la lignée de Biché Sengele. Ce n'est pas tout. J'ai aussi du côté du père de ma mère, je suis de la Centrafrique et je suis Baya de Berbérati. Alors donc, du coup, je suis congolais aussi, un peu africain. Et pour aller même loin, mon épouse est Boshi. Elle est d'Olombo et du Bangui. Alors donc, ma maison ne me posait pas trop les questions de région. Il y a tout le monde chez moi. Alors, donc ces 3 pistes, je disais, étaient triplement historiques. Donc, c'est les pistes qui ont servi aux échanges entre les royaumes. Après vint l'esclavage. Quand l'esclavage commence, qu'est-ce que les gens font? Ils utilisent les mêmes pistes, justement, pour aller traquer des hommes libres qu'ils prenaient, qu'ils acheminaient vers la baie de Luango. Ok, ils arrivaient au niveau du comptoir et c'est de là qu'ils partaient, ils étaient embarqués dans les chaloupes pour aboutir dans les négriers qui étaient un peu plus loin, en mer profonde. Quand l'esclavage finit, donc au début du XXe siècle, la colonisation vient. Quand la colonisation s'y vient dès le départ, et c'est sous l'initiative de Brazza, les mêmes routes sont utilisées comme routes de portage. Et là, j'ai toujours dit, c'est un silence qui doit se taire. Parce que beaucoup de gens ignorent le drame du portage.
Oui, après l'esclavage, il y a eu le portage. C'est des gens libres qu'on prenait de force, qu'on imposait, qu'on leur exigeait de transporter, qui 20-30 kilos sur la tête, sur les épaules, de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, à pied. Ils le faisaient pendant un mois, à raison au moins de 20 km par jour. Et d'autres prenaient le tracé le plus compliqué avec des baluchons. Ici, depuis la baie de Luango, ils passaient par le Gabon. Vous voyez un peu, Libreville, ils remontaient jusqu'à Ifondo. Ah oui. Et d'autres s'arrêtaient vers la Lima, et de la Lima, on prenait les marchandises et ils aboutissaient sur le fleuve Congo. Donc tout ce qu'il y avait eu comme les premiers bateaux des colons dans les années 1800, ces bateaux sont venus ici sur la baie de Luango en pièces détachées. Chaque pièce était portée par nos pères. De force, beaucoup mouraient, beaucoup fuyaient. Et c'est d'abord pendant le portage qu'il y a eu un regain de révolte. La majorité, les Mabiala Manganga, Mabiala Makoko, ces noms célèbres, c'était pendant le portage. Hein? Oui, bon, mais Machouan n'est pas trop intervenu sur le portage. Bien qu'on parle plus de Machouan, mais je vous dis que Mabiala Manganga était plus actif. Hein? Ok, on peut dire que Machouan c'était peut-être l'état-major, mais le front c'est Mabiala Manganga parce que c'était un coupeur de route, Mabiala Manganga. Ah oui, un coupeur de route, quand il voyait des cargaisons de portage, il coupait les routes, il a même tué. Hein? Comment il faisait ça? Comment il faisait ça? J'imagine qu'il était moins armé que... Oui, moins armé, mais c'est Mabiala Manganga, il avait une renommée d'être puissant. Hein, okay. N'eût été la trahison de ses propres frères, mais on ne devait même pas l'avoir. Justement, on l'a eu, bon, écoute, on l'a tué comme une bête, mais voilà, quelqu'un qui a beaucoup résisté. Mais il y a aussi, j'oublie un peu son nom, ça reviendrait, la résistance au nord du pays aussi, il y a eu des résistances de ceux de Tio, parce que quand je parlais des échanges des royaumes, il y avait ceux de Tio. Tio c'est en Ziko le royaume Teke, voilà, hein, ceux de Tio, on les appelait Tio, le royaume Tio, on appelle. Là-bas aussi il y avait eu des résistants, hein, des résistants pendant le portage et même pendant l'esclavage. Donc voilà, ces trois routes ont joué trois rôles en trois périodes différentes. Avant l'esclavage, c'était les routes de caravane. Pendant l'esclavage, c'était les routes de déportation par où on amenait les captifs pour les déporter à la Caraïbe et aux Amériques. Et au début de la colonisation, c'était des pistes de portage. Mais la particularité, la singularité de ces pistes, toutes les trois sont bordées de deux rangées de manguiers Matachibo. Jusqu'aujourd'hui, les historiens ne sont pas trop d'accord entre eux. Qui a planté le long de ces trois pistes? C'est Matachibo. Mais c'est des arbres séculaires, donc qui ont fait déjà des siècles, et donc ces arbres ont vu passer les esclaves. Ces arbres ont entendu pleurer ces déportés. Ces arbres ont encaissé les vibrations et les cliquetis des chaînes de nos pères qui passaient. Ces arbres ont vu nos mères violées. Ces arbres ont vu les petits-enfants qui ont été emportés de force. Donc, ces arbres représentent comme une mémoire de notre histoire, avec une particularité que c'est des êtres vivants. Alors qu'ailleurs, que vous allez à l'île de Gorée, que vous allez à Ouida, au Bénin, que vous allez partout au Ghana, vous verrez que les vestiges qui sont restés, ce sont des constructions en matériaux durables, qui ne parlent pas. Mais nous avons des êtres vivants, témoins de cet événement, donc, qui ont vu passer. Ce sont les arbres Matachibo. C'est d'autant plus surprenant que vous verrez, jusqu'aujourd'hui, les deux rangées sont restées intactes. À côté, il n'y a pas de sauvageon. Qu'est-ce qu'on appelle le sauvageon? Le sauvageon, c'est le fruit qui tombe
au pied de son arbre mère et qui repousse naturellement sans que l'homme n'intervienne. Donc si aujourd'hui vous plantez un manguier naturellement, un siècle après, nous devons avoir tout autour une forêt de manguiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des mangues qui devaient tomber et qui devaient en fait germer demain. Malheureusement, et de manière surprenante, vous pouvez aller le constater aujourd'hui, sur la baie de Luango, sur les 3 pistes, mais plus précisément au niveau du confluent, donc sur la baie de Luango, là où il y avait le comptoir, il n'y a pas de sauvageons. Pourquoi? Ça m'a surpris, j'ai dit, c'est pas normal. Parce que s'il y avait des sauvageons, la conséquence c'est quoi? Les pistes allaient disparaître. S'il y avait des sauvageons, aujourd'hui on ne saurait même plus peut-être où passer les pistes parce qu'on devait avoir des forêts, 3 siècles après, on devait avoir une forêt de manguiers qui s'étend peut-être sur 1 kilomètre. Mais il n'y en a pas. C'est comme si quelque part, il y a une force qui a voulu garder intact ce passage pour que toi et moi et ceux qui sont en train de nous suivre sachent qu'il s'est passé quelque chose sur ces pistes. Et donc c'est ce qui a attiré mon attention. Et c'est quand je vais essayer d'observer, je vais me rendre compte que toute la zone est surinfestée par ce qu'on appelle le charançon du noyau de mangue. C'est une bestiole qui attaque les mangues. Donc quand vous avez le fruit matache, vous remarquez, il y a des petites taches noires. Chaque tache noire, c'est une porte d'entrée d'un charançon. À l'intérieur, vous voyez que quand on le mange, ça devient très difficile. Il faut faire attention, sinon tu avales le charançon en vermisseau ou machin. Alors c'est cette bestiole qui a fait ce travail de conservation. Moi je dis que c'est un travail de conservation de l'histoire. Et même s'il faudrait qu'on traite ces manguiers, je voudrais remercier ces charançons. Parce que n'eût été l'action de ces charançons, nous ne retrouverons même plus aujourd'hui la piste, ce qu'on appelle la piste des esclaves. Il y aurait eu que des forêts, on ne devait même pas savoir par où les esclaves passaient. Mais aujourd'hui, nous avons ces pistes préservées avec 2 rangées de manguiers à équidistance, quasiment, à équidistance. Et c'est là où les esclaves passaient. Alors donc, conscient de ce drame d'abord, je me suis dit, oh là là, mais puisque ils n'ont pas donné de sauvageons, puisque ces arbres, pour la majorité, sont arrivés à presque 3 siècles, alors que le manguier matachebo, semble-t-il, disent les botanistes, sa moyenne de vie est de 3 siècles. 3 siècles et demi au plus tard. Ce qui signifie que dans très peu de temps, ces manguiers vont mourir. Et si ces manguiers meurent, disparaissent, nous allons perdre les traces de cette histoire. Alors, je me suis dit, en tant que coopérative, je devais mettre en place un projet pour, sauver ces manguiers si on peut, mais surtout, nous avons eu l'ingénieuse idée de cloner ces arbres. Mais vraiment cloner. On a pris des clones par ce qu'ils ont appelé, les scientifiques, par bouturage sur pied-mère hors sol. Qu'est-ce que ça signifie? Une fois que nous avons pris la décision de mettre en place ce projet Matachebo, n'ayant pas toutes les compétences, nous nous sommes arrangés à signer des conventions de partenariat associatif avec toutes les administrations, toutes les compétences locales. Donc nous avons signé un contrat de partenariat avec le SNR, qui est le Service National du Reboisement. Nous avons signé avec le CRDPI, justement, qui est un grand centre justement de recherche sur la durabilité, sur la production des produits industriels. Nous avons signé avec le centre de valorisation de produits forestiers non ligneux. Nous avons signé avec le musée de Diosso. Nous avons signé avec les directions départementales du patrimoine et des archives du Congo. Nous avons signé des partenaires avec les directions départementales du tourisme. Donc, on s'est arrangé à s'entourer de toutes les compétences. Et nous avons posé notre problème. Regardez le drame. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et donc, nous avons mis en place une stratégie qui est partie du CRDPI. Je voudrais ici rendre vraiment tout l'honneur au docteur Saya Aubin, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, a mis en place une technique pour la multiplication des eucalyptus qui a révolutionné la planète Terre. Ça, il faut le dire, c'est un Congolais, parce que ces techniques sont venues du CRDPI. Il s'agissait de multiplier l'eucalyptus
par bouturage sur pied-mère hors sol. Le docteur Saya, sans vous couper, il est résident au Congo? Il est résident au Congo, il est membre du projet, vous pourrez même l'interviewer. Alors donc le docteur Saya, qui était le directeur du CRDPI, a mis à la disposition du projet tout ce qu'il avait comme connaissance et a relevé un grand challenge. De 2019, novembre 2019, quand nous avons initié ce projet, jusqu'à 2020, donc vraiment fin 2020, il s'est mis dans un travail de recherche et développement parce qu'il fallait essayer d'appliquer la même technique qu'on applique sur les eucalyptus sur le manguier Matachebo. Ça n'a jamais été fait au monde. Et donc, il a pu réussir parce que nous avons eu des pieds-mères enracinés. Bon, je donne les termes, je ne suis pas trop... donc, qu'est-ce que ça signifie le bouturage sur pieds-mères hors sol? Nous savons que, ça c'est des connaissances que j'ai acquises, elles sont livresques, je ne suis pas, les professionnels doivent me pardonner. Nous savons qu'il y a la multiplication végétative, classique que nous connaissons. C'est par, comment on dit, greffe, quand on greffe un manguier, ça c'est ce qu'on appelle multiplication végétative. Quand on marcotte, on fait des marcottages, ça aussi c'est une multiplication végétative. Sauf que, quand on le fait avec ce système, on prend un élément qui est déjà âgé. À partir de cet élément âgé, on fait sortir d'autres. Mais quand l'arbre qui vient, l'arbre qui sera produit à partir de cette technique, aura l'âge génétique du greffon, aura l'âge génétique de la branche qu'on avait coupée pour faire le marcotage. Or, par la technique du docteur Saya, on rajeunit le matériel. Donc nous partons comme à base zéro. Donc c'est comme une plante qui vient de naître aujourd'hui. Hein, vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le pied-mère, donc on prend la graine au départ. Dès qu'il arrive comme ça, chaque semaine, il sort quelque chose de 3 bourgeons. 2 à 3 bourgeons. Eux, ils découpent les petits... Le noyau? Non, le noyau donne un petit plant. Ok. Qui atteint peut-être 10 cm à peine, là. Mais les 10 cm après, il commence à sortir d'autres feuilles. Donc, à chaque fois qu'il sort un petit bourgeon, un rameau, eux, ils découpent ce rameau. Ils le replantent. C'est ce rameau-là qui est déplanté. Donc, du coup, l'arbre, le pied-mère, nous donne par semaine quelque chose de 3 plants. Par mois, 12. Vous voyez, la technique, elle est revenue. Donc, nous avons 12, mais attention, pas n'importe quel plan, mais rajeuni. Rajeuni, donc, ce sont des clones parfaits. Rajeuni, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Mais le rajeunissement, donc, c'est comme si c'est une plante qu'on vient de planter. Hein. Aujourd'hui, c'est comme si on l'a fait de manière sexuée. Vous voyez, donc, la multiplication sexuée, on prend la graine de mangue, le noyau, on plante. Quand ça sort, ça c'est sexué. Ok, mais au lieu de prendre 1 million de noyaux, ce qui n'est pas évident puisque les noyaux sont attaqués, 70% des noyaux sur Luango ont déjà été attaqués par le charançon du noyau de mangue. Qu'est-ce qu'on a fait? On utilise cette technique. À partir d'un seul arbre, chaque mois, nous avons 12. Vous voyez? Et l'année, nous avons 100 et quelques 200, presque 200. Et donc, c'est à partir de ces pieds-mères, nous irons. Donc, si vous avez 1000 pieds-mères, vous voyez, 1000 pieds-mères par mois, ça vous fait 12 000. Par année, 120 000. Vous comprenez? Et vous multipliez pour atteindre les 2 millions. Et donc, pour atteindre les 2 millions, nous avons utilisé cette technique, Dieu merci, qui a donné, c'était pas facile parce qu'il fallait qu'on atteigne l'étape d'enracinement. Et Dieu merci, donc, nous avons dépassé la phase recherche-développement. Maintenant, nous allons nous lancer la prochaine saison de mangue au niveau de la production. Voilà. Ok. Donc, si j'ai bien compris votre exposé, le projet Matachebo est né en novembre 2019. Novembre 2019. Et à partir de quel moment vous vous rendez compte de la difficulté de pouvoir utiliser les manguiers?
et que vous vous dites qu'il faut trouver une autre technique, à partir de quel moment? Donc de novembre 2019, et à quel moment vous décidez que la multiplication sexuée, c'est le terme que vous avez utilisé, était insuffisante, n'était pas pertinente pour vous faire arriver à votre objectif rapidement. Et comment vous êtes arrivé finalement au docteur? Non, c'est parti d'un constat évident. Je crois que si vous rappelez du récit que je viens de donner, nous avons constaté que près de 70% des noyaux étaient déjà attaqués par le charançon et donc ne pouvaient pas donner des plants. Donc du coup, la méthode de multiplication sexuée posait un problème. Mais surtout aussi, ne pas me répéter, nous avons voulu atteindre un chiffre symbolique. Nous nous sommes dit, nous allons multiplier 2 millions. 2 millions de plants. Pourquoi 2 millions? Parce que c'est le chiffre que les historiens ont plus ou moins arrêté. Ils se sont dit, il y a eu 2 millions d'humains qui ont été déportés à partir de la baie de Luango. Et nous nous sommes dit, nous allons faire multiplier 2 millions de plants. Chaque plant devrait représenter un de nos ancêtres. Et donc, chaque plant pour nous représente ce que nous avons appelé donc, une épitaphe végétale. Parce que nos parents sont partis d'ici, quasiment déshumanisés. Exactement, ils sont partis. 2 millions. Hein. Oui, bon, c'est pas exactement approximativement, mais sinon c'est plus. Parce que d'autres historiens disent, parce que les esclaves venaient d'où? Les esclaves qui sont passés par la baie de Luango venaient du Tchad, de la Centrafrique, du Cameroun, du Gabon, de l'Angola, du Congo démocratique, du Congo Brazzaville. Rien que dans leur déplacement, depuis le Tchad, imaginez qu'on prenne des esclaves depuis le Tchad pour qu'ils arrivent au niveau de la baie de Luango. Certains historiens se disent près de la moitié mouraient en route. Or, souvent, ce chiffre-là n'est pas pris en compte. Eux, ils ont pris les 2 millions, ils les ont évalués par rapport au comptoir, ceux qui sont arrivés au comptoir à Luango. Mais le temps de quitter le Tchad, le Gabon, le Cameroun, qui a donné la ces Centrafrique. Mais ce sont les historiens, dans toutes les pages que nous disons, ils sont plus ou moins unanimes, mais ces chiffres, en fait, sont fondés sur la comptabilité du comptoir de la baie de Luango. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte de ceux qui sont morts avant. Vous voyez? Et donc, on est donc dans l'approximation. Et donc, on a dit 2 millions. Mais comment multiplier 2 millions d'arbres à partir de noyaux? Ce qui signifie qu'il fallait ramasser 2 millions de noyaux. Tout en se disant que 70% des noyaux que nous allons ramasser par saison, c'est par saison parce que le manguier ne produit pas chaque année, toute l'année, par saison, donc la période de septembre à janvier, il faut trouver un nombre de manguiers jusqu'à atteindre 2 millions. Quand on a essayé de faire les calculs, il nous fallait 20 ans. 20 ans pour que au moins en ramassant 70%, 30%, et les multiplier, il fallait 20 ans. Or, avec la méthode, la technique de bouturage sur pied-mer hors sol, nous avons réduit à 5 ans. Ça, c'est à quel moment? Novembre 2019, rapidement vous vous rendez compte que 20 ans c'est trop. Oui, mais effectivement, novembre, mais c'était début 2020. Okay. Début 2020, parce que dès que nous avons signé des conventions de partenariat avec le CRDPI, en tant que technicien, il nous a dit que c'est un travail laborieux. S'il faut le faire de manière sexuée, donc prendre ramasser d'abord les noyaux et sélectionner ceux qui ne sont pas contaminés, donc à la rigueur 30% seulement. Les 30%, atteindre 20 millions, quand on a calculé, il a dit il faut au moins 20 ans. C'est faisable, mais c'est vraiment, il faut au moins 20. Mais par multiplication végétative, par bouturage sur pied, mer hors sol, il a dit c'est possible, mais ça n'a jamais été fait sur le manguier. Il dit je vais essayer. Et c'est là où il tente cette aventure. On va dire que vraiment, il n'était pas seul, Dieu était avec nous, les ancêtres étaient avec nous. On est arrivé même à une performance inouïe. Il a pu atteindre des pieds enracinés sans hormones d'enracinement. Parce que après il faut enrichir comme il a dit. Quand il a eu des plants qui ont donné des racines sans l'intervention chimique, il a dit il y a quelque chose d'incroyable de ce bateau. J'ai dit ben oui, ben nous ne sommes pas seuls. Donc décembre, début 2020, vous entamez avec cette technique. Avec cette technique. Et vous avez pris combien de temps pour générer les résultats Plus d'une année parce que c'est à peine là, en mars 2021, quand on est rentré, mars 2021,
2021, qu'on a pu avoir des pieds mers qui ont donné. Et du coup, bon, en fait, ça signifie que ça donnait, il fait, parce que c'est des scientifiques, ce n'est pas la première fois. Il a essayé. Jusqu'à maîtriser la Voilà, quand il a maîtrisé, c'est là où il a donné le OK, il a dit on peut faire le projet, c'est extraordinaire. C'est pour cela notre projet, c'est un projet innovant. Hein, donc vous voyez, je venais là de vous donner le côté mémoriel du projet, parce que c'est les anciens, nous voulons. Mais il y a aussi le côté innovant, donc scientifique. Cette technique demain peut être utilisée par les Africains partout au monde, comme on a utilisé cette technique. Là, mais comment vous êtes sûr que ça n'a pas été appliqué ailleurs? Non, déjà. Mais déjà, la technique, le bouturage sur pied-mer hors sol pour la multiplication végétative des eucalyptus, c'est une trouvaille congolaise. Ça, c'est connu partout le monde, les publications sont là. Okay. Aujourd'hui, si le Brésil s'est développé dans l'exportation des eucalyptus ou l'Australie, la seule technique au monde, partout où vous allez, c'est cette technique qui est appliquée. Elle est venue du Congo. C'est conçu par des Congolais. Les publications scientifiques sont là. Maintenant, la question est bonne. Est-ce qu'elle a été... Il n'y a aucune publication aujourd'hui, hein, qui démontre que quelqu'un a pris cette technique et l'a utilisée sur le Mongué Matachebo. Nous, on reste sur le Mongué Matachebo. Et là, c'est un message qui vient d'être... Donc, l'innovation est portée sur le Mongué. Le Mongué Matachebo, oui, voilà. Mais il se peut que la technique soit utilisée sur d'autres arbres. J'en doute, sinon ça aurait été publié. Parce que chez eux, on publie, bon, sauf que ce n'est pas protégé au niveau de la botanique. Quand tu publies, n'importe qui peut utiliser. Mais je crois que la documentation disponible aujourd'hui, cette technique sur le Mongué, pas encore, bon, sur d'autres, bon, j'ai peut-être pas tout lu. Est-ce que le docteur Saya compte faire cette publication? Mais effectivement, c'est déjà, on commence déjà à le faire, c'est très facile pour lui, parce que la démarche, il la maîtrise, et il va le faire. Mais autrefois, vous m'aviez dit qu'on ne peut pas breveter ce genre de... Oui, mais quand même... la propriété intellectuelle en rapport à ça, comment ça se passe? Non, c'est... Pourquoi bon, je suis mal placé pour te donner trop de détails, mais je sais, selon les explications du docteur Saya, parce que j'avais posé la même question, moi je dis, mais quand tu as eu cette grande trouvaille, c'était une grande réunion qui s'était passée en Afrique du Sud, quand il a fait la démonstration qu'on pouvait multiplier l'eucalyptus par bouturage sur pied-mer hors sol, mais toute la conférence avait même changé l'ordre du jour. C'était le Congolais, il a exposé, et aujourd'hui cette technique est appliquée partout. Je l'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas breveté? Ça devait te rapporter de bien. Dit non, dans le domaine, à la différence de la physique, la chimie ou quoi tout, dans le domaine de la botanique, ce type de découvertes ne sont pas brevetées comme telles pour dire propriété, non. Tu publies, ok, on sait que c'est une découverte mais n'importe qui peut utiliser, en fait, ça ne te rapporte pas quelque chose. Il n'y a rien de plus humain que ça, quoi. Ok. Maintenant, donc, pour récapituler un peu sur cette technique-là, qui est une innovation, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bénéfices que ça peut apporter à la personne qui l'utilise? Moi, j'ai personnellement retenu le gain de temps, parce qu'on a parlé, dans votre cas, de 20 ans, si vous n'avez pas utilisé cette technique. Donc, il y a le gain de temps. Il y a quoi d'autre? Est-ce que, par exemple, ça améliore les fruits? Est-ce que ça a un impact sur mais puisque la rapidité de production? Il vous donne ce que je veux dire, il vous donne un fruit naturel, les autres sont naturels, mais je voulais dire comment l'expliquer? Parce que les autres, quand on dit le greffe, les margottes, j'expliquais, le fruit que vous allez avoir à l'âge génétique de son arbre mère. Vous comprenez? C'est pour cela, souvent, les arbres greffés ou margotés, tu mets chez toi, 3 ans, 4 ans, ça donne. Dès que tu arrives à 8 ans, ça ne donne plus. Mais en réalité, tu as planté une vieille personne. Comme qui dirait, s'il faut donner l'image. Quand tu l'as planté, les gènes qui étaient en lui avaient l'âge de l'arbre mère. Mais par contre, par cette technique, c'est une nouvelle naissance. Donc, c'est-à-dire, c'est un bébé. Donc, les mongués, par exemple, que nous aurons plantés, pourront faire 3 siècles et demi. Mais si on les avait greffés
avec les pieds mères là, ils auraient déjà 2 siècles d'âge ou 3 siècles. Tu mets, l'arbre arrive ici, un jour après tu vois l'arbre est parti. Mais pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a déjà 3 siècles. Tu comprends, non? Donc l'âge génétique, hein? Donc tu vois, là c'est de la génétique. L'âge génétique avec notre système, c'est vraiment... Tu pars à zéro. Hein? Alors qu'avec les greffes et les marcottes, ça prend l'âge du pied mère. Voilà. Est-ce que la qualité du fruit est conservée du fait que c'est régénéré ou bien est-ce que... Bon, moi je crois que Est-ce que vous avez déjà mangé des fruits? Non, mais la technique vient d'être appliquée sur le Matachebo. Attendons dans 8 ans, hein, parce que pour qu'il donne, c'est justement... Mais par contre, la durée de production sera plus longue. Ouais. Hein, elle sera plus longue. Hein, ok, ça va produire naturellement. Donc il faut au moins 8 ans. À partir de 7 ans, 8 ans, il va donner 10 ans. Et nous verrons. Dieu, s'il nous garde ici-bas, ce serait une fierté pour moi que de... Parce que ça, c'est une question importante pour ceux qui veulent bien utiliser la technique. Oui. Pour booster le domaine agro-pastoral, qui veulent faire pour une activité économique, ils vont se demander la qualité du fruit, elle sera comment, oui, ok, oui. Et la durée, mais je crois que la durée, c'est la durée naturelle d'un manguier, entre 7 et 8 ans, c'est là où ça va commencer à donner, il faut de la patience. C'est aussi ça l'agriculture. Hein? Parce que quand on raccourcit, moi je ne suis pas contre tout ce qu'on nous donne à nos humains, mais c'est des hybridés. Vous voyez la différence. C'est souvent, c'est d'abord hybridé et après on vient le greffer. Ce n'est plus ça. Le Matachebo, c'est même l'amande d'origine, comme qui dit. Okay. Voilà. Et pour clôturer avec cet aspect-là sur l'innovation, s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui veut tout de suite savoir comment il peut exploiter cette technique-là, est-ce qu'il y a déjà un processus en place que vous avez mis pour aider ces personnes, ou est-ce que ça va venir après? Non, même si ce n'est pas dans l'objectif, mais il rentre en contact avec Matachebo, nous le mettons en contact avec le docteur Saya, qui a un cabinet, qui a aussi un cabinet privé, hein. Bon, surtout que maintenant il a admis à la retraite, il a son cabinet d'études, hein, qui est là, et qui est spécialisé sur ce mode de multiplication. Voilà. Et lui, il m'a déjà dit, il a déjà fait avec le moringa, il a déjà fait le moringa avec ce système. Voilà, donc si tu es entrepreneur agricole et que cette technique t'intéresse, tu peux laisser un commentaire ou contacter Matachebo pour avoir accès au docteur Saya. Il va certainement t'aider dans ton projet. Voilà. Maintenant, pour aller encore plus dans le fond du projet Matachebo, je sais que vous avez déjà répondu à ça de façon un peu... Mais je voulais que vous reformuliez quelle est votre vision, quelles sont vos missions et quels sont vos objectifs. Je veux que vous récapitulez ça, qu'on puisse... Bon. Je sais qu'il y a un objectif d'honorer chaque ancêtre avec un arbre. Voilà, je veux maintenant que vous donniez sur le court et le long terme et me dire aussi ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc ce qui a été fait, on sait que la technique a été successful. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Ok, donc on peut dire le projet Matachebo a comme objectif. D'abord, il y a un objectif mémoriel parce que c'est un projet qui porte sur la mémoire de nos ancêtres, des déportés de la baie de Luango qui ont été réduits en esclavage dans la Caraïbe et dans les Amériques. Il a d'abord un volet mémoriel. C'est pour cela que nous allons produire 2 millions de plans en mémoire des 2 millions de déportés de la baie de Luango. 2 millions de plans comme épitaphe vivante. 2 millions de plans à ceux-là qui n'ont pas eu des mausolées de marbre. À la place, nous leur offrons cet arbre. Ça, c'est le volet mémoriel. C'est aussi un projet, nous avons dit ici, un projet innovant. Innovant parce que nous avons utilisé une technique innovante pour la première fois sur ce type de manguier. Et cette technique pourra aussi servir pour d'autres activités. C'est un projet vert. Vert parce qu'il est plus qu'écologique. Parce qu'en plantant 2 millions d'arbres, le pouvoir
de séquestration du carbone que nous allons mettre en exergue est tel que il pourra apporter un petit rafraîchissement sur cette planète qui ne fait que se réchauffer. C'est aussi un projet agroculture. Pourquoi? Parce que nous allons, à part les deux pépinières, et il faut préciser, ces pépinières, c'est et au Congo et en Guadeloupe, à Pointe-Noire, en Guadeloupe. Oui, donc c'est un projet international. Nous sommes et au Congo et en Guadeloupe. Alors, donc nous disons que nous allons aussi mettre ce que nous appelons des parcs à bois. Les parcs à bois, c'est des grandes superficies où nous allons planter spécialement du Matachebo parce que... Tout ça va se passer à la baie de Luango. Non, nous ne travaillons pas à la baie de Luango parce que le projet est installé en Kungu. On ne peut pas être sur la baie de Luango parce que l'aire de la baie de Luango a été déjà inscrite dans une liste d'attente de l'UNESCO. Et nous tendons vers le patrimoine, un patrimoine universel. Ok, nous... et donc là où vous avez pris les terres en Kungu, c'est un Kungu, c'est couvert. C'est la couvert. C'est la coopérative. C'est votre propriété. C'est notre propriété. C'est notre propriété. Ok. Donc il sera patrimoine mondial si nous respectons aussi les exigences justement de l'UNESCO. Ça veut dire qu'il n'y a pas de collaboration directe avec le gouvernement congolais? Non, mais nous avons signé on a signé des conventions de partenariat avec le gouvernement au travers des directions départementales. Donc, quand nous avons signé avec le tourisme, c'est avec le ministère du tourisme. Quand on a signé avec le CRDPI, c'est avec le ministère de la recherche. Quand nous avons signé avec le SNR, c'est avec le ministère de l'économie forestière, etc. Et donc, je disais que c'est un projet vert parce qu'il est écologique. Il est aussi agroalimentaire parce que nous allons exploiter et transformer les issues de ces manguiers. C'est-à-dire, quand les parcs à bois seront matures, les fruits qui seront produits seront transformés en jus, en confiture ou en phytomédicaments. Ça sera pour nous quelque chose, un produit mémoriel. Ce n'est que... je crois que chacun pourra se retrouver dans une autre dimension en partageant le même goût que nos ancêtres. Parce que, n'oubliez pas, ce sont des clones. Nous avons en fait cloné le manguier. Donc le fruit qui sera donné, c'est le même fruit, c'est un clone. Donc c'est le même fruit que nos ancêtres ont mangé quand ils passaient sur ces routes. Et enfin, c'est un projet du pardon. Et c'est là, j'allais même commencer par là. Mais souvent, je finis par là, tout simplement parce que pour apaiser certains esprits peut-être trop chauds. Par rapport à cela. De qui? Le pardon, c'est là où je vais vous demander de me donner un peu de temps pour développer. Parce que notre devise, c'est pardonner. C'est d'abord se souvenir. Pour renaître. Pardonner pour le vivre ensemble. Donc, souvenir, renaître, pardonner et vivre ensemble. Les humains, sans carnation. Maintenant, vous posez une question, pardonner. Qui va pardonner? Qui a été le bourreau? Qui a été la victime? C'est là où je voulais vous partager un peu mon point de vue. Vous voyez, il faudrait bien qu'on se mette dans un contexte, comme on dit, de la logique temporelle. Souvent, on a été, je m'excuse, abrutis, en croyant qu'en raisonnant cartésien, nous avons trouvé les meilleures solutions aux problèmes de la vie. Non, parce que le cartésianisme, à un certain moment, a un côté imbécilisant. Je m'excuse, ce n'est pas une insulte, parce qu'il te limite à ne voir les choses en noir et blanc, au bon, mauvais, lent, court, la logique dualiste. Et tu comprends? Et on a vu, eux, c'est les mauvais. Non, donc ceux-là qui sont les blancs. Mais si tu rentres aujourd'hui plus loin, que tu as une vision,
que tu ailles un peu plus loin. Je n'utiliserai pas le terme, ce n'est peut-être pas ici, mais si tu as une vision, au lieu d'être bivalent, de voir les choses de manière tétravalente, un peu plus loin, donc au-delà du oui et du non, et que tu intègres la logique temporelle, et que tu te dises, qu'est-ce qui s'était réellement passé? C'est là où je vais vous donner ma vision à moi, et vous pouvez peut-être aussi la partager. Vous aussi, qu'auriez-vous fait, vous, en tant qu'humain, si là où tu pries, dans ta spiritualité, dans ton église, on te dit que cet homme que tu vois, ce n'est pas un homme. Cet homme, il est maudit de Dieu. Cet homme que tu vois, oh, c'est depuis la Bible, lui, ce n'est même pas, il n'a pas une âme. Et que du coup, dès que tu ouvres le premier livre scientifique, tu tombes sur des grands scientifiques qui ont fait des démonstrations. Les eugénismes, si tu as déjà entendu parler, l'eugénisme, où les scientifiques te démontrent scientifiquement, avec des termes, que l'homme noir, ce n'est pas un homme, c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme. L'homme noir, il est abruti, l'homme noir, et à la rigueur, c'est un animal. Si tu as la science qui conforte la vision de l'église de l'esprit, quelle attitude tu aurais en face d'un noir? Le considérerais-tu comme un humain? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous trouvent le malin plaisir de prendre une pierre, de jeter sur un chien. Mais c'est tout simplement parce qu'on lui a dit ce n'est qu'un chien. Mais si demain on vient te dire que celui qui était chien c'est un humain, est-ce tu auras l'excuse de ton ignorance? Je crois que tu sais ce que je veux dire. Maintenant, l'autre côté. C'était ça l'environnement, la raison de ce temps-là, la façon dont les gens voyaient. Mais derrière, attention, derrière, il y avait des malins, des gens qui manipulaient la science. Il y a des gens qui manipulaient l'église. Ok? C'est tous ces commerçants. Pendant que vous étiez en train de parler de la science ou quoi, tous les négriers s'en mettaient plein les poches. Le capitalisme. C'est le capital, c'est eux. Vous savez pourquoi ils ont laissé l'esclavage? Ce n'est pas parce que les gens ont beaucoup parlé, non. C'est tout simplement parce qu'on était arrivé à un développement scientifique où on n'avait plus besoin de l'IMO. IMO, donc haute intensité de main-d'œuvre. On n'avait plus besoin d'esclaves pour exploiter les champs de canne à sucre. Bon, à partir de ce temps-là, ils commençaient à trouver même les esclaves un peu encombrants. On préférait prendre ces machines motorisées et c'est là où ils ont dit oui, bon, on peut commencer à libérer. Mais il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui ont donné de leur sang et de leur vie. Ça, je le reconnais. L'autre côté, je donne les deux paramètres pour que vous compreniez qui va demander pardon et si ce n'est pas vraiment l'homme qui doit demander pardon à l'homme. Mais de l'autre côté, il y avait des noirs comme toi et moi qui savaient que toi tu es un humain comme moi, qui n'avaient jamais lu des théories d'eugénisme, qui n'avaient jamais vu une Bible. La Bible n'était pas encore arrivée. Mais, dites-moi, quand les Blancs venaient, je peux vous dire, la majorité s'arrêtait au niveau du comptoir et dans les négriers. Qui rentrait dans nos villages? Qui allait jusqu'au Tchad prendre des esclaves pour amener jusqu'ici? Je vous dis, le Blanc ne pouvait pas supporter. Il ne peut pas rentrer dans la forêt faire de telles distances. Il y avait des courtiers, des frères, comme toi et moi. Les Noirs ont vendu les Noirs, c'est ça? Non, pas vendu. Moi, je ne rentre pas dans ce terme. Ils allaient chercher des hommes libres, qu'ils connaissaient libres, qu'ils ramenaient de force jusqu'au comptoir. Beaucoup de nos frères, de nos pères, qui se sont retrouvés là-bas en Amérique, n'avaient vu le Blanc qu'une fois à Luango, à la baie, au niveau du comptoir. Mais d'où ils venaient, les kilomètres qu'ils ont fait, celui qui les matraquait en route pour les amener comme du bétail jusqu'à la baie, je vous dis, 99% c'était son propre frère noir. Il y avait des raisons. Parce que pour certains, j'ai eu des discussions avec des princes de certains royaumes. Pour d'autres, c'était des captifs de guerre. Pour d'autres, c'était pas des esclaves. Nous, on n'avait pas des esclaves en Afrique. Mais moi, je suis un côté Congo. On les appelle Muntu Ansumba. Hein? Ça existe chez nous. Mais à la différence, c'est qu'on l'intégrait dans la société.
Oui, on t'a acheté, mais tu n'étais pas quelqu'un qui travail forcé, déshumanisé. Non, tu viens, tu intègres le village. Tu peux même faire des enfants, même avec l'enfant du chef de village. Et certains même sont devenus chefs de village. Tu comprends? Et donc on ne peut pas les appeler esclaves. Mais faute de mots, on les assimile aux esclaves. Hein? Si on se limite à dire que bon, privation de liberté, de là où tu étais de force, on te prend, on t'amène quelque part, donc même si on te laisse libre, hein? C'est comme si tu veux dire, j'aime bien ma poule, mais bah, elle est dans un grand poulailler de 500 mètres carrés, machin, elle mange bien tout, mais elle est toujours, c'est une poule captive. Ok, alors donc tu vois, il y avait ces noirs. Et j'ai développé même quelque chose que je voulais partager. Vous savez, les premiers maudits de ces choses-là, si les victimes, les captifs qu'on attrapait, ils étaient en train de maudire quelqu'un, c'était pas le blanc, parce qu'ils ne voyaient pas le blanc, mais ils voyaient son frère noir. Et moi, je suis, j'ai un côté Bakongo, moi je suis côté maternel, Kanda, comme on dit. Donc c'est de là où je tiens ma force et peut-être tout ce qu'il faut. Mais quand quelqu'un du Poul ou un Bakongo te maudit, t'en fais pas, il ne maudira jamais ta tête. Il maudira la descendance de ta mère. Il maudira le sexe de ta mère. Ça, tu le sais. D'abord, va dans la route, même le pauvre taximan dit suffisamment de mal. La première des choses, il te maudit. Donc, qui était maudit? C'était pas le blanc. C'était celui qui est venu attraper le propre frère. Réfléchissons aussi sur ça. Maintenant, qui doit demander pardon? Moi, je crois. Il y a des auteurs, oui. Il y a des complices. Okay. Les auteurs, c'est ok. Ok? Il y a eu des auteurs, les négriers qui sont venus, oui. Mais il y a eu aussi des complices. Si les auteurs doivent présenter des excuses, mais la lignée aussi des complices doit aussi présenter des excuses à leurs propres frères. Parce que nous connaissons ces lignées. Le royaume Luango qui est ici, il connaît. Qui étaient les courtiers? Qui de Ngoyo? Est-ce que vous savez que Ngoyo, le royaume Ngoyo et Kakongo ont même produit quasiment plus d'esclaves que Luango? Ils étaient même plus dynamiques, mais aujourd'hui, le royaume Ngoyo n'existe plus, le royaume Kakongo n'existe plus. Qui viendra demander pardon à la place? Le royaume ou le grand royaume Congo, qui viendra demander pardon? Hein? Parce que vous voyez, quand l'esclavage arabo-musulman, mais l'un des plus grands courtiers qu'on appelait Tipo Tipo, mais Tipo Tipo c'était Nkanza, son nom de famille, Tipo Tipo s'appelait Nkanza. Qui veut dire? Hein? Et si aujourd'hui c'était au Congo, on devait dire c'est un Tchèque. Hein? De l'autre côté, nous pouvons parler maintenant des victimes, des potentielles victimes. Qui était victime de ce drame? Il y a ceux qui, à vif, ont été pris de force et amenés sur la baie de Luango pour être déportés. Oui, mais il y a aussi des victimes qui sont ces enfants qui étaient restés orphelins, ces femmes qui sont restées veuves, ces communautés qui ont été en fait dépouillées, hein, okay, de la force vive, hein, de ses habitants. Mais les victimes aussi, il n'y a pas que les Africains. Il y a ceux-là qui aujourd'hui se sont retrouvés dans la Caraïbe, dans les Amériques, contre leur gré, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce combat, c'est là où je voudrais interpeller la jeunesse et ceux de mon âge. Ne nous trompons pas d'ennemis. Non, il n'y a qu'un seul ennemi, c'est le mal. Parce que ce combat, ce n'était pas seulement un combat de l'homme noir. Beaucoup de gens l'oublient. L'esclavage a été combattu dans des palais. L'esclavage a été combattu dans des châteaux. L'esclavage a été combattu dans des loges fermées, parce qu'il ne faut pas se fermer les yeux. Il y a des obédiences, par exemple, de la franc-maçonnerie, qui ont beaucoup travaillé pour l'abolition de l'esclavage. Ceux du Sud, bon, c'est un groupe d'hommes, ils ont leur philosophie avec eux. Ceux qui m'entendent, qui sont francs-maçons, ils savent que, bon, de ce côté-là, ils maîtrisent très bien un certain syncrétisme,
hein, qui leur permet d'avoir les pieds au même moment partout, et parce que, bon, moi je n'arrive pas à m'expliquer que l'on défende des causes nobles et qu'on soit dans le Ku Klux Klan et qu'on puisse avoir des esclaves chez soi, être dans une obédience, et la même obédience ailleurs condamne l'esclavage, mais entre-temps on laisse la liberté à chacun de choisir ce qu'il a fait. Donc ce que je dis, je le tiens. Si vous prenez le célèbre franc-maçon Albert Pike, ben, écoute, Albert Pike, qu'on le veuille ou pas, il était le grand chef du Ku Klux Klan. Comment peut-on être Ku Klux Klan et franc-maçon quelquefois? Bon, je ne comprends pas. Qu'à cela ne tienne. Ce que je voulais dire, c'est que l'esclavage a été combattu aussi dans ces loges. Ce sont ces francs-maçons qui ont fait un très grand travail dans le sud des États-Unis. Mais c'est aussi des familles qui ont donné toute leur vie. Qui n'a jamais entendu parler de la guerre de sécession? Les abolitionnistes, on appelait tous ces Américains abolitionnistes qui sont morts au champ pour que l'esclavage soit aboli. Mais il y a aussi tous ces nègres marrons, hein, qui étaient dans la Caraïbe, qui ont donné leur vie, hein, leur sang pour que nous on soit libérés. Ils en ont bavé, mais ils se sont battus. Alors, qui devrait être dédommagé? C'est l'humain, si vous voyez bien. Ce n'est pas un problème de carnation, ce n'est pas un problème de noir ou de rouge ou de blanc. Parce qu'aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, il n'y avait pas que des noirs. Il y avait aussi des blancs, il y avait aussi des rouges. Pendant la guerre de sécession, les tombés n'étaient pas seulement que des blancs. Il y avait des blancs, des rouges et des noirs. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? L'abolition de l'esclavage. Et donc, il y a des mouvements qui sont là, qui sont en train de faire un très grand travail. Le MIR, par exemple, le mouvement international, la reconnaissance, qui ont même porté plainte contre l'État français pour crimes contre l'humanité, qui sont en train de faire ce travail. Alors donc, en fait, la vision du projet Matachepo, c'est vraiment renaître ensemble, mais par le souvenir. Oui, nous devons renaître, pas seulement l'homme noir, non, la renaissance de l'homme, de l'humanitude, hein, notre capacité d'être noir, de vivre notre humanité, quelle que soit la couleur de la peau, de sorte que nous pouvons transcender justement tout ce qu'il y a eu comme haine, colère, mais nous devons transcender. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des événements qui nous permettent de faire le deuil de ce drame. Je voulais dire, comparativement, remarquez, comparativement à d'autres drames qui ont marqué l'humanité. Je prends la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi nous avons vu un jour François Mitterrand tenant la main d'Helmut Kohl devant la flamme du soldat inconnu? Mais c'est parce que dans l'histoire, il y a eu des événements qui ont permis aux deux parties de faire le deuil de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi? Il y a eu le procès de Nuremberg. On a désigné les coupables. Certains ont été exécutés. Il y a eu les accords de Potsdam qui ont fait suite aux accords de Yalta, où on a dit à l'Allemagne, tu dois dédommager les Alliés. Oui, ils ne le font pas pour l'Afrique selon les... Voilà, non, j'en viens. Donc, on a dit à l'Allemagne, tu dois dédommager. L'Allemagne a payé. Beaucoup de gens ne savent pas, la France a reçu des millions et des millions d'argent de l'Allemagne. L'Angleterre a été dédommagée. Les États-Unis ont été dédommagés. Israël a été dédommagé en argent par l'Allemagne. Et il vous souviendra, je ne cesse de le dire dans les entretiens que j'ai à peine là, la Grèce n'a pas voulu payer sa dette face à l'Allemagne, prétextant que l'Allemagne n'a pas encore fini de dédommager justement sa dette de guerre. Mais il faut se poser une question. Mais avec quoi les Allemands payent cette dette? Ce n'est pas avec ce que Hitler a laissé, ou ce que Himmler a laissé, ou Göring. Eux, ils sont morts. Mais c'est à partir des impôts, de la labeur des jeunes Allemands qui payent les péchés de leur père. Là, ça passe. Ça ne dérange personne que l'Allemagne dédommage les Alliés pour une guerre qui s'est passée voilà un siècle.
pour la Première Guerre mondiale. Et on vient ici, la Deuxième Guerre mondiale, voilà plus d'un demi-siècle. L'Allemagne paye. Mais pourquoi il dédommage? Pourquoi le jeune Allemand aujourd'hui doit payer les péchés de leur père? Mais c'est parce qu'il y a eu reconnaissance. Ils ont reconnu que ce que nous avons fait n'est pas bien. Et c'est donc, nous croyons que c'est par la reconnaissance, quand nous allons reconnaître, et bon, Dieu merci, la France a commencé à faire des efforts, il a reconnu que l'esclavage c'est un crime contre l'humanité. C'est déjà un pas. Le pape est venu à l'île de Gorée à demander pardon pour l'Église. C'est déjà un pas. Mais j'aimerais aussi que certains royaumes africains prennent le courage de demander aussi pardon pour leurs fils qui ont été des collaborateurs justement de ces criminels. Nous connaissons ces lignes, mais nous devons avancer et aller doucement. Nous sommes sur des œufs. Il y a un problème d'ego. Si vous brusquez, quelquefois vous risquez de tout perdre. Mais vous ne pensez pas que c'est d'abord ceux qui sont à la base de ces... Ça, c'est juste des collabos. Est-ce que vous ne pensez pas que ça doit commencer, justement, le pardon doit commencer de la même façon qu'ils font en Europe, là? Qu'ils le fassent pour l'Afrique, parce qu'après toutes ces richesses-là ont aidé à construire leur pays. Oui, mais je crois que je viens de le dire. Ça a pris du temps, oui, mais ça commence à bouger. La loi Taubira, le fait que la loi Taubira passe et reconnaisse que l'esclavage était déjà un crime contre l'humanité, du coup, on sait que c'est pas prescriptible. Donc, quels que soient, les auteurs devront être désignés, certains auteurs, puisque en Europe, nous avons encore des traces. Il y a des grandes familles qui existent encore, qui sont là, qui ont fait fortune. Mais nous avons des grandes maisons d'assurance, les grandes banques européennes, qui sont fait du chou gras avec l'argent des esclaves. La Suisse est là. Mais beaucoup de jeunes ne savent pas que les chaînes, ce que les entraves que portaient les esclaves, mais les forges étaient suisses. Les grands producteurs des chaînes d'esclaves, c'était les Suisses. Les grandes banques suisses, mais ont du sang des esclaves dans leurs mains. Donc, moi je crois, nous devons aller doucement, mais tous ensemble, sans pour autant se distinguer. Parce que il y a tout le monde partout, comme on dit, les bons et les mauvais. Il y a aussi des leucodermes qui sont quelque part, qui ont combattu contre ce drame. Donc nous ne devons pas stigmatiser la couleur de la peau, mais nous devons stigmatiser le mal. Ok. Il y a eu récemment un scandale, entre guillemets, tous les Congolais ont vu ça et ils ont interprété ça comme étant un scandale. Vous dites qu'on doit pardonner, mais finalement il y a de ces locodermes, il y a un locoderme qui a acheté un terrain, je pense qu'il s'appelle Bastien de Cour, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui est venu, on dit même qu'il est raciste, on a remonté son histoire et tout ça, il vient acheter un patrimoine de ce genre. Comment vous avez vécu ça, étant promoteur de ce projet-là? Non, parce que lui, il sait certainement ce qu'il faisait. Il sait certainement que c'est un patrimoine, c'est quelque chose peut-être qui est réservé, vous avez dit par l'UNESCO, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, comment vous avez vécu ça? La baie de Luango, la baie de Matombi, tout ça, c'est une aire protégée. Il y a même des affiches qui sont là. Les pancartes. Non, le problème du mur, on a qualifié ça de mur de la honte. Pour la petite histoire, nous sommes à l'origine. Oui, c'est le projet Matachebo. Dès février, j'avais déjà alerté les réseaux sociaux, j'avais fait des publications avec photos. Mais on n'avait pas bonne écoute, large écoute on pourrait dire, et ça n'a pratiquement pas produit quelque chose. Dieu merci. Diaspora Connexion de M. Nkouka, passons par Kinshasa, est passé par ici, faire un reportage sur notre projet, et nous avons dit à M. Nkouka, il y a là un scandale. Et il a filmé, il a fait le direct, ça fait le buzz. À partir du buzz, nous avons été invités sur le plateau de Ziana TV. Nous avons fait une émission complète avec Ziana TV, justement pour parler du projet Matachebo et de la baie de Luango aussi, dans ce mur que nous avons qualifié le mur de la honte. Puis, on a été invités par TV5 Monde, nous sommes passés au journal de 21h
pour dénoncer justement l'érection de ce mur. Bon, Dieu merci, 48 heures après, le gouvernement a été très prompt par le biais d'un ministre d'État, plus le ministre du patrimoine, ils sont venus. Le mur a été abattu. Qu'à cela ne tienne. Mais la question, vous la posez mal. Hein, ok. Vous ne pouvez pas indexer M. Bastien. Ok, Monsieur Bastien. Non, moi, je n'indexe pas M. Oui, non, Bastien. non, il est venu. Oui, vous dites bien qu'il est venu acheter. Donc, il y a eu une contrepartie. Il a remis l'argent à quelqu'un et quelqu'un lui a donné. Bon, selon lui, peut-être. Parce qu'on ne va pas me dire qu'il n'était pas conscient qu'il achetait quelque chose. Non, je crois qu'il était. Et s'ils sont animés d'un esprit de pardon. Donc, moi, c'est par rapport à ce que vous dites sur le pardon. Que j'aimerais que vous donniez votre opinion par rapport à cet acte-là. Non, là, moi, je ne l'inculpe pas. Non, justement, c'est ce que nous ne devions pas faire. Vraiment, je vous implore, ne tombez pas dans ces eaux. Ce n'est pas parce qu'un Bastien, ok, ignorant peut-être les lois de ce pays ou, bon, bravant les lois de ce pays, aurait acheté un terrain et érigé un mur et que du coup, on va se dire, bon, les locataires, non, eux, ils ne sont pas pour le pardon, pour preuve, voilà un des leurs. Non, non, non. Je crois que le monde, nous sommes arrivés à un niveau où la conscience arc-en-ciel ferait, sans pour autant rentrer dans l'homosexualité, on entend par là toutes les couleurs. L'homme se découvre. Il y a ce que, je m'excuse, je vais aller peut-être un peu plus loin, même la science a compris. Il y a ce qu'on appelle les théories de la complexité. Les gens sont rentrés sur la vision systémique de notre univers, c'est-à-dire la systémique des règnes. Les gens ont compris que la terre, les végétaux, les animaux et toutes les autres énergies, nous sommes un. À l'origine, nous sommes un. C'est le même fluide énergétique qui nous anime. Nous ne sommes pas séparés. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Ce n'est qu'une illusion. Pourtant, tout à l'heure... Non, j'en viens. Il n'y a qu'une illusion. Nous sommes un. Ok? Alors, donc, nous ne pouvons pas condamner aujourd'hui, juste par la carnation, un individu qui pose un acte et que du coup, qu'on dise tous les noirs sont mauvais. Ou qu'on fasse l'amalgame. Non, vraiment, je demande à la jeunesse, ne nous trompons pas d'ennemis. Il y a le mal quelqu'un, il y a quelqu'un qui est plus malin, hein, ok, qui tire les ficelles à sa manière. Mais ce n'est pas un problème de couleur de peau, ni de Bastien ou quoi. Monsieur Bastien, dont vous parlez, il a acheté. Il y a des autorités locales qui sont là, ils ont vu ce mur. Ils n'ont peut-être pas réagi à temps. Il fallait attendre peut-être le ministre Mabiala, pour certaines raisons que nous connaissons, hein, et que ce n'est peut-être pas l'objet ici. Mais je peux vous donner un exemple. Des hommes bien, qui sont noirs, rouges, blancs, colorez-les comme vous les voulez. Le bien reste le bien, il n'a pas de couleur. Il y a des gens, aujourd'hui dans ce projet Matachebo, je vais vous dire, il y a des gens, j'ai des gens qui sont des locataires, qui sont dans ce projet, qui sont en train de, comme on dit, qui mouillent le maillot. Là-bas, au niveau, nous avons une cellule au niveau de la Hollande, à Amsterdam. Ok. Nous avons une cellule au Ghana, aux États-Unis. Nous avons des gens de toutes couleurs qui ont compris que nous devons transcender le ressentiment rattaché à ce drame. La colère ne règle pas les problèmes. Non, mais moi, je... Hein, ok. Et donc, Bastien est responsable, hein, ok, de ses actes. Hein. Il ne représente pas une race, il ne représente pas une communauté, que ce soit. C'est un homme qui a posé un acte. Si la loi doit s'appliquer, la loi doit s'appliquer sur M. Bastien. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voyez la chose comme ça. Bastien est bien blanc. Dire qu'il est blanc, ça ne veut pas dire qu'on s'attaque aux blancs. Non, mais non, mais parce que vous parlez de pardon. Oh non, vous voyez, vous dites que le pardon, mais vous prenez l'exemple de Bastien, c'est un énorme. Non, j'ai pas pris l'exemple de Bastien pour soutenir quoi que ce soit. Puisqu'on parlait de pardon, oui, j'ai voulu savoir votre opinion par rapport à cet acte-là. Mais oui, il y a toujours des ignorants, vous savez. Il y a toujours des ignorants ici-bas. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, vous avez dit, on est tous un. Oui. Les arbres, les fleurs. Oui. Pourtant, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de religion, vous disiez que vous êtes supérieur et que vous ne pouvez pas parler à un arbre, vous ne concevez pas cela. Non. Pourtant, vous reconnaissez maintenant que c'est la même énergie, c'est la même source. Oui, ok. Non, la différence, je donnerai, c'est simple. Vous pouvez avoir le même réseau, même énergie, ok, mais vous avez une sortie 320 volts, ok. Et 320 volts, ça lui permet de faire fonctionner une usine, hein, ok.
Mais la même énergie, hein, ok, vous avez une autre prise sortie 220, ça peut faire marcher peut-être une cuisinière, allumer les ampoules. Il y a toujours même énergie, hein, ok, vous avez une prise qui vous donne du 110, vous avez une prise qui vous donne juste peut-être du 5 volts. Est-ce que vous avez compris? La même énergie, mais les prises de sortie, hein, ok, c'est pas la même chose. C'est ça la stratification en fait dans ce monde spirituel. C'est la même énergie, mais la prise, là où toi tu t'es connecté, est-ce que c'est la prise de l'homme? Donc c'est pour dire que l'animisme aujourd'hui par rapport à la haute spiritualité, si tu te mets à diviniser une créature, tu es devant, tu te mets à genoux devant l'esprit du cheval, ok, c'est vrai, ça donnera des effets, mais tu es dans une basse vibration. Mais c'est la même énergie. Ouais, donc, en fait, c'est le même fluide énergétique qui circule, mais il ne s'exprime pas avec la même intensité selon que tu es sur une prise de 320 volts, 220 volts, 110 volts ou 5 volts. Et c'est là où, bon, écoute, certaines prises, la prise de 110 volts, tu ne vas pas faire tourner une usine. Et quelquefois, tu te demandes pourquoi il n'y a pas d'usine. Mais écoute, l'énergie que tu as ne te permet pas de faire fonctionner une usine. Hein? Mais et pourtant, ça te permet de vivre. Oui, non, tu vois des fleurs, tu allumes les ampoules. Ok. Mais tu as été fait pas seulement pour allumer les ampoules, tu as été fait pour faire fonctionner peut-être un barrage hydroélectrique. C'est toi qui te sous-estimes. Tu finiras ta vie avec 5 volts et tu auras l'impression que l'autre, c'est pas nous, c'est pas pour nous, ça n'a pas été fait pour nous. Comme on le dit souvent, nous sommes venus juste accompagner les autres. Ok, donc maintenant, vous avez fini avec la technique des arbres. À partir de maintenant, quel est l'agenda et quels sont les objectifs à court terme? Alors, donc, le plus vite possible, nous sommes sur une activité saisonnière. Okay? Donc, la période des mangues commence, comme vous savez, avec les matachebo, vers le mois de fin août-septembre. Il y a déjà les mangues. Donc, on a septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier au plus tard, on a pratiquement plus de matachebo sur les arbres. Alors, donc, après une année de recherche et développement, donc comme nous avons finalisé cette phase, donc j'ai dit nous rentrons maintenant dans la phase opérationnelle, la phase de production. Donc dès septembre là nous commençons dès septembre, nous allons procéder à notre première collecte de noyaux. Les noyaux qui permettront de mettre, de produire des pieds-mères. Ok, donc les techniciens sont là. Je crois que nous irons peut-être, nous commencerons avec 1000 pieds-mères. À partir des 1000 pieds-mères, donc vous voyez, si vous avez 1000 pieds-mères, chaque semaine, nous aurons 3000 pieds. Et chaque mois, nous aurons quelque chose de 120 000 pieds. Or, les 120 000 pieds, 3, 4 mois, 5 mois, devront sortir de la pépinière. Sinon, on sera saturé. Alors, nous allons aussi commencer déjà à prendre un certain nombre de contacts parce que ces arbres-là seront plantés dans des lieux mémoriels. Et ici au Congo et partout dans les pays d'origine des esclaves et destinataires des esclaves, nous voulons que nous puissions les planter dans des écoles, dans des lieux publics, ok, de sorte que les enfants, en venant à l'école, quand ils verront ce manguier Matachebo, ils se rappelleront que ce manguier vient de la baie de Luango. Et la baie de Luango, c'est là où on a amené nos ancêtres, enchaînés pour les envoyer aux Amériques et au niveau des Caraïbes. Donc les 2 millions d'arbres, c'est pas au même endroit? Non, c'est pas, non, partout au monde. Donc il y a d'abord dans les pays d'origine des esclaves, ok, donc au Cameroun, le Tchad, Gabon. Donc vous séparez, vous répartissez combien d'arbres par pays? Non, on ne peut pas, ça dépendra de la disponibilité des surfaces mémorielles mises à disposition du projet. Au Congo, il y a combien? Mais nous sommes encore en train au Congo de négocier avec le gouvernement et surtout la mairie de Pointe-Noire qui est aussi partenaire. Et je veux peut-être, c'est pas encore formel, et nous a promis déjà certains axes de certaines routes qu'elle va nous donner, on va planter. Mais déjà pour les parcs à bois, nous au niveau de Nkungu, nous avons déjà près de 10 hectares. 10 hectares où nous mettrons que ces manguiers. Donc dans les accords que nous aurons avec certaines associations, ONG, fondations qui tournent sur la thématique des esclaves dans tous les pays d'origine,
nous allons donc négocier avec eux qu'ils trouvent des surfaces disponibles et nous enverrons les pieds. Ok. Et les pieds, nous les envoyons, c'est gratuitement. Parce que ces pieds, on viendra peut-être à la fin, ces pieds, nous les produisons ici parce que ce sont des pieds qui sont sponsorisés par des gens de bonne foi. Une fois qu'on a sponsorisé, nous mettons à disposition gratuitement. Ok, au Cameroun, au Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo démocratique, Angola. Eux, s'ils trouvent un lieu mémoriel, hein, ok, et ils vont planter. Quitte à mettre dans les forêts, en Guadeloupe ou dans les Amériques du Nord ou du Sud, c'est la même chose. S'ils trouvent la superficie, nous enverrons le nombre de pieds qui suffiront pour la surface en fait réservée. Concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que, parce que vous allez avoir par exemple 110 000 pieds déjà, vous allez déjà les planter, ou est-ce que vous allez attendre d'avoir les 2 millions pour faire la répartition? Non, c'est progressif. L'agenda, il est comment? Oui. Prenons la date d'aujourd'hui, jusqu'à un certain niveau. Par exemple, vous allez me dire, maintenant on est en juin, c'est ça? On est en juillet. À partir par exemple de septembre, on aura tant et ça va être utilisé comme ceci. Et ainsi de suite. Et la finalité est celle-là. On veut savoir un peu votre agenda. Voilà. Il est même plus que chargé. Déjà là, présentement, nous avons une commande ferme, par exemple, du Lions Club Espérance. Hein, le Lions Club Espérance nous a commandé déjà 1000 pieds pour eux. Ok. Voilà le cycle culturel, on va dire. Donc, le temps qu'on prenne le noyau, donc qu'on commence à collecter en septembre, que le noyau donne un pied mère, ça c'est en un mois et demi, comme ils ont dit, on aura déjà un pied mère. Dès qu'on a le pied mère, à ce moment-là, c'est là où ça commence. Chaque semaine, on enlève les rameaux qui sortent, on replante, on enlève. Mais pour qu'un pied soit exportable, hein, c'est-à-dire, il faut au moins 3-4 mois pour qu'il soit ok. Donc, là, je ne parle pas des pieds mères. Hein? Les pieds mères donnent des pieds. Donc, quand le pied est mis, le rameau est mis, il faut attendre 3 mois à 3 mois et demi, hein, okay, pour qu'il soit suffisamment fort. On peut l'exporter à ce moment-là. Entre-temps, nous aurons déjà négocié, là, nous sommes déjà en contact avec tous les consulats des pays d'origine des esclaves, de sorte qu'on nous réserve déjà dans ces pays. Vous commencez pas directement ici d'abord, avec les premiers stocks que vous allez générer. Oui. Non, mais nous ici, nous avons, je vous ai dit, nous avons déjà, par exemple, Lions Club qui s'est porté garant de prendre les pieds des Matachebo qui vont planter dans des écoles. Ok. Donc nous pouvons avoir d'autres associations qui peuvent venir nous dire non, nous sommes du côté vert, nous voulons planter ça à Sambanzassi, nous voulons planter peut-être à Ouesso. Nous allons en fait remettre. Mais entre-temps, nous avons ce que nous appelons les parcs à bois. Ça, nous allons faire. Nous aurons quelque chose de 500 pieds déjà que nous allons mettre. Pour revenir sur ce que je vous ai dit, nous rentrons en contact déjà avec les consulats des pays d'origine des esclaves, de sorte que nous soyons libérés en collaboration avec d'autres associations qui sont autour de la thématique des esclaves, des espaces mémoriels, hein, où on ira planter ces Matachebo. Pourquoi pas toutes les écoles publiques? En fait, vraiment, on veut négocier que dans toutes les écoles publiques des pays d'origine des esclaves, qu'on permette qu'on plante ne serait-ce que 2 à 3 manguiers. C'est vraiment pour entretenir la mémoire. Alors donc, et ça c'est là. Et fin décembre, mars, nous aurons le premier stock qui ira en Guadeloupe. Donc parce que la Guadeloupe, à partir de la Guadeloupe, nous aurons 2 options. Ou nous envoyons les noyaux à partir de là, puisque le docteur Saya ira sur place, il faut former les gens et il faut faire mettre en place leur pépinière. Ou alors, c'est des pieds mères qui partiront du Congo. Mais le problème des pieds mères, c'est que la taille, elle est comme ça, ils sont un peu jeunes et c'est très fragile. Hein, donc, nous saurons donc c'est d'exporter, nous comptons exporter en fait 500 à 1000 pieds mères qui iront en Guadeloupe, de sorte qu'à partir de l'année N+1, les 2 pépinières vont travailler. Parce que la pépinière de la Guadeloupe aura la compétence de s'occuper de la Caraïbe et des Amériques. Donc même la plus grande demande viendra un peu de là. Nous, la pépinière d'ici, c'est bon, les pays d'origine, hein, okay, et
tout autre pays, même de l'Afrique de l'Ouest, des musées, tout. Et surtout, s'ils ont le même climat que nous, la conditionnalité surtout, c'est avoir un climat tropical pour que le manguier pousse. Mais en Amérique du Nord, ça ne serait pas évident parce qu'avec l'hiver, tout, ce n'est pas possible, tout comme la France, mais d'autres pays que nous avons impliqués, le Portugal et l'Angleterre. Et là, je voulais vous dire une chose, beaucoup de gens ne savent pas. Souvent, quand on parle de l'esclavage, les gens ne voient que la France. Mais les gens ne savent pas qu'en termes de trafic d'esclaves, ok, à la tête, c'est l'Angleterre. Les Anglais ont plus pris des esclaves sur la baie de Luango que les Français. Les Portugais ont pris plus d'esclaves sur la baie de Luango que les Français. Les gens ne savent pas que rien que les bateaux anglais et portugais, ça couvrait déjà près de 70% des esclaves qui sont partis de la baie de Luango. La France vient en 3e position et après, c'est la Hollande. Beaucoup de gens ne savent pas. La France n'est pas le grand pays importateur ou exportateur d'esclaves de la baie de Luango. Ailleurs, peut-être sur la baie de Luango, la France vient au 3e rang. Mais l'Angleterre, s'il y a un pays qui a plus pris nos parents pour aller les vendre à l'étranger, c'est l'Angleterre et le Portugal. Les deux, rien que les deux, ils font déjà près de 70% des esclaves. 70% des esclaves qui sont partis de la baie de Luango, près de 70% ont été vendus par les Anglais et les Portugais. Mais pourtant, on en parle moins là. De toutes les façons, on sait que les premiers qui entrent en contact avec nous, ce sont les Portugais. Oui. Et après les Anglais, les Français sont venus bien après. Voilà, donc une question qui me vient. Est-ce que sur tout le territoire du Congo, c'est seulement la baie de Luango qui faisait partir les esclaves, ou bien il y a d'autres zones au Congo d'où les esclaves étaient déportés vers les Amériques? Non, au niveau du Congo, il n'y a eu que la baie. Donc, il y avait une baie Malemba. La baie de Malemba, mais c'était le Congo en fait en ce temps-là, puisque c'était au Cabinda. Parce qu'il y avait la baie de Luango, il y a la baie de Malemba qui était là au niveau du royaume Kakongo. Mais le royaume Kakongo, c'était le Congo en fait. Parce que ce n'est qu'après que l'enclave du Cabinda est devenu angolais. Donc, s'il faut le dire, le Congo, en ce moment-là, il y avait deux baies. Il y a la baie de Luango et la baie de Malemba au niveau du royaume Kakongo. Parce que le royaume Kakongo et le royaume Ngoyo et le royaume Luango, c'était au Congo. Le vrai Congo, l'ancien Congo, avant que l'enclave du Cabinda ne soit l'Angola. Donc nous avons compris que maintenant vous allez procéder à la production des arbres, oui. Et puis vous allez certainement procéder aux plantations, oui. Selon la disponibilité des terres. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez planté, supposons que vous avez planté tous les 2 millions d'arbres par exemple, il ne faudra rien attendre à part entretenir les arbres de ces arbres-là avant qu'ils soient capables de produire. Donc, dans la période où on attend que les arbres produisent, que serait le projet Matachebo? À quoi vous serez occupé pendant cette période? Voilà. Mais je crois que quand j'ai fait l'exposé, vous vous êtes rendu compte que nous avons ce que nous avons appelé les parcs à bois Matachebo. Donc, à part ce qui sera mis à la disposition de communautés, des collectivités et même des individus. Vous, par exemple, pour la mémoire de vos ancêtres, pour la culture de votre postérité, vous pouvez prendre un arbre Matachebo, mettre dans votre parcelle, pour que vos enfants voient et se rappellent. Donc nous avons, nous aurons des parcs à bois au Congo et au niveau de la Guadeloupe. Nos parcs à bois, nous voulons les pousser vraiment au moins à quelque chose de 500 000. Moi, je suis même pour qu'on arrive à 100 000, 200 000. Pour celui qui nous suit, qui ne comprend pas ce que vous avez dit, parc à bois. Non, les parcs à bois ne sont autres que, en fait, des forêts que nous allons aménager pour planter exclusivement le manguier Matachebo. Et donc, nous le plantons pour avoir un arbre sain qui n'est pas contaminé comme celui de Luango. Et à partir de ces arbres, quand ils donneront des fruits, c'est là où nous allons cueillir ces mangues pour faire des confitures, faire des jus. Et les feuilles, nous ferons des phytomédicaments. Et à ce sujet, vous savez, entre prendre une feuille de manguier, des arbres de l'udima hybridés, et prendre une feuille de manguier Matachebo, en termes de vertu, ou le côté phytomédicament, je conseillerais à tous
prenez les feuilles Matachibo parce que ce n'est pas hybridé. Là, il y a vraiment, comme on dit, la substance même. Hein, voilà. Le principe actif, il est authentique, il n'est pas hybridé. Mais quand vous prenez ces arbres qui ont été traités avec des pesticides, qui ont été manipulés génétiquement, donc même le côté phytomédicament prend aussi... c'est utilisé pour les feuilles de Matachibo, c'est utilisé pour quelle maladie? Oh, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de gens que ça soigne, l'hypertension, ça baisse aussi la tension artérielle. Bon, c'est un domaine, je ne veux pas juste avancer comme ça, mais je sais que ça soigne, l'écorce aussi soigne, mais sauf que nous luttons contre ceux qui viennent décaper les écorces des manguiers, c'est tuer la plante. Bon, donc on n'encourage pas trop cette pratique. Hein, les feuilles, oui, mais mieux vaut laisser les écorces, parce que sinon ça tue l'arbre. Donc le volet économique, comme disait l'autre, c'est justement la valorisation des fruits par des confitures et aussi la production des phytomédicaments. Voilà, des phytomédicaments. Voilà. Ok. Et à quoi va servir cet argent récolté? Du projet. Ouais. Donc, supposons des confitures et tout ça, ça va servir à quoi? Ah oui, ça sera donc la deuxième phase du projet. Là, par exemple, on est censé ne pas faire du bénéfice. Ce que nous prenons, nous reversons. Notre souci est de revaloriser la baie de Luango et surtout les 3 pistes. Alors, donc, il y aura des fonds qui seront affectés, à l'entretien de ces pistes, en collaboration avec la direction départementale du patrimoine, qui est membre, qui est partie prenante. Et déjà, il y a un grand projet dans le projet de recensement. Il y aura le recensement de ces arbres séculaires, leur géolocalisation, mais ça sera fait avec les fonds que nous aurons. S'il y a des surplus, nous allons le payer de sorte que demain, nous puissions tous embrasser le rêve du chef de l'État, on l'a suivi dans son discours, faire de la baie de Luango plus que l'île de Gorée. Mais pour qu'on soit plus que l'île de Gorée, il faudrait que ces routes soient accessibles, il faudrait que la concession soit protégée, il faudrait qu'il y ait quand même qu'on entretienne ce site. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun budget. Donc c'est peut-être des budgets, des associations comme les nôtres qui pourront faire le bénévolat des jeunes, des personnes qui portent la mémoire de nos ancêtres, qui viendront pour ne serait-ce que désherber. Nous, on coupe pas, mais on désherbe et on laisse que la route soit bien entretenue et accessible. Voilà un peu... Pour la géolocalisation de vos arbres, là, nous, je suis partenaire avec une société canadienne où on a une solution justement globale pour aider les agriculteurs de façon générale, les éleveurs et tout ça. C'est quelque chose ça c'est intéressant. Mais vous pouvez vous rapprocher de nous parce que ça relève de la compétence de la direction départementale du patrimoine. C'est eux qui vont faire la géolocalisation. Parce que ça c'est dans les détails du projet. Chaque arbre sera géolocalisé et âgé. Parce que nous avons là... Et la surveillance à distance, ça vous intéresse aussi? Le contrôle des maladies? Bon, là-bas, vraiment, la maladie, nous connaissons, c'est le charançon du noyau de monde. C'est une bête très coriace. Et officiellement, jusqu'aujourd'hui, dans le monde, on ne connaît pas un pesticide qui détruit cette bestiole. Donc la seule chose, c'est entretenir les lieux et ne pas trop mener une... moi j'appelle ça sera une agression chimique. Laisser la nature faire. Mais ce que nous on peut déjà faire, c'est de sauver ces arbres. En les clonant, nous les avons déjà sauvés d'une certaine manière. Les autres, ils mourront d'une mort naturelle. Pour preuve, ils sont infestés, mais ils sont là. Ils ont 2 siècles, déjà 3 siècles, ils ne sont pas partis. Le président Augustin Zodji, du PDG de Global Development, la société qui nous produit l'eau de source Globaline, a soutenu votre projet devant moi. Oui. Je voulais savoir si vous avez un mot à lui adresser. Non, mais nous lui avons déjà rapidement le lendemain adressé un courrier mail. Et pour la petite histoire, vous êtes notre premier donateur.
Et donc vous rentrez dans l'histoire de ce grand projet Matachebo. Et nous avons adressé des demandes à beaucoup de sociétés, mais je le dis haut et fort, Globally a été le premier à réagir et à nous aider substantiellement pour que nous menions ce combat. Nous ne pouvons que le remercier et que Dieu le bénisse. Comme nous ne sommes pas seuls, ceux pour qui cette mémoire est en train d'être ravivée, bon, ils étaient témoins, ils ont vu le geste que vous avez fait. Et moi, je crois que de votre côté aussi, prospérer. Et vraiment, merci beaucoup parce que vous ne nous avez pas posé beaucoup de questions, mais vous avez cru en nous. Et c'est un geste que vous n'allez... Il est historique et il sera inscrit en lettres d'or, ok, dans l'histoire de ce projet, et qui ne fait que son début. Et je crois que vous avez compris dans nos regards croisés que nous devions faire plus que ce que nous avons déjà fait et nous irons plus loin que nous ne sommes. Voilà, donc Président Ozodi, on vous salue. S'il y a des gens qui veulent vous contacter, qui ont suivi notre entretien, comment ils font? Bon, sans compter les images que vous allez associer à cet entretien, mais nous sommes, notre projet, c'est simple, nous avons un site www.matachebo.africa. Je crois que ça sortira sur... donc, à partir de notre site, vous avez tous les contacts. Vous pouvez suivre toutes les vidéos qui sont déjà en ligne. Donc, celle-là aussi seront en ligne. Si vous voulez maintenant nous rejoindre ou nous aider, nous avons une page faire un don. Nous nous sommes arrangés pour ceux qui sont ici au Congo. Nous avons deux numéros. Un numéro RTL Money et un numéro Mobile Money. Vous pouvez participer, sponsoriser un arbre, même en nous envoyant 500 francs. Même 500 francs, si ça peut passer par Mobile Money. Sinon, le prix, il est de 3000 francs le plomb ici au niveau local, au niveau du Congo. Il suffit, vous pouvez envoyer. Nous avons aussi notre RIB qui est affiché, vous pouvez faire un virement. Ok. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous avons indexé donc, à ce RIB-là, nous allons mettre un compte PayPal et étant en France ou aux États-Unis, vous pouvez aussi sponsoriser un arbre ok, à moins de $10 et à moins de 10 euros, vous pouvez sponsoriser. Maxi, c'est vraiment 10 euros. On n'est pas parti très loin. Donc, contactez-nous. Notre site est disponible. Si vous voulez participer, si vous avez conscience, si vous voulez offrir à un de nos ancêtres un épitaphe vivant, un sépulcre vivant, alors venez sponsoriser un arbre. Un seul arbre si vous pouvez. Si vous pouvez sponsoriser 2, faites-le. 10, c'est mieux. 100, c'est merveilleux. 1000, c'est incroyable, mais et pourtant vrai, vous allez le faire. Donc, nous vous attendons. Venez, rejoignez-nous. www.matachebo.africa et vous pourrez lire toute l'histoire et aller sur la page faire un don. Nous attendons vos dons. Et nous ne pouvons que vous remercier déjà d'avance. Un autre mot de la fin? Sauf que il devait avoir des mots. Mais ce qui est vrai, on ne peut pas vivre son histoire si on ignore l'histoire passée. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'aimer si on ne peut pas aimer ceux qui ont fait que tu sois, comme qui dirait. Moi, je suis de spiritualité chrétienne, je retiens un passage. C'est l'un des rares qui est rattaché à une promesse ferme. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre heureux et longtemps. Mais pas seulement vivant. C'est là où beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de spirituels se trompent. On honore son père quand il est vivant, mais on l'honore aussi, même mort. Car son nom doit être honoré à tout moment. Mais qu'est-ce que nous voyons ici en Afrique, et surtout au Congo, avec l'arrivée de certaines églises, Dieu mal compris, un très mauvais enseignement. Regardez nos cimetières. Pour vous faire une idée
de ce que le Congolais pense de ses ancêtres, de ses propres parents morts. Allez regarder nos cimetières, enherbés, abandonnés. Pourquoi? Il y a un malin pasteur quelque part qui a mal pris le mot « laissez les morts aux morts ». C'est Dieu mal compris. Honorez vos parents, même morts, continuez à les honorer. Moi, mon père, je l'honorerai toujours. Et j'ai toujours dit à mes enfants, vous m'honorez, honorez aussi mon père. Moi, j'honore mon père, honorez aussi mon père. Mais mon père a eu un père. Son père a eu un arrière-grand-père. Donc ces esclaves, morts esclaves, qui ont été déshumanisés, qui n'attendent que votre reconnaissance, juste votre reconnaissance, reconnaissant qu'ils sont morts. Ils sont morts. Mais l'occasion nous est donnée aujourd'hui de leur dire pardon, ou de leur dire on ne va pas vous oublier. En quoi faisant? Moi, en prenant un mongui, ce que j'ai fait, la première des choses, j'ai pris un matachebo qui symbolisait chaque enfant. Chaque enfant a un matachebo là où je suis, j'ai planté. Et je leur dirai, souvenez-vous de cet arbre, il vient de Luango. Et Luango, il y a nos pères, nos mères, nos frères qui sont passés par là. La meilleure façon d'entretenir cette mémoire, nous avons l'avantage d'avoir un vestige vivant qui est ce mongui matachebo. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, honorez vos parents si vous voulez vivre longtemps et heureux. Matachebo, c'est une porte de lumière. Merci infiniment, Monsieur Batota, pour votre disponibilité. Merci. C'est la fin de cette interview. N'hésite pas de laisser un commentaire si tu as des impressions à partager après avoir suivi cette vidéo. Dans tous les cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé automatiquement des prochaines vidéos.